La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort apparemment. Ils sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparemment et pourtant une guerre à mort. Il pourrait d'autant plus le savoir que je l'ai écrit. Que je l'ai écrit dans ce dossier qui s'appelle « Le basculement du monde », que j'ai remis le 18 juin 2004 à M. Nicolas Sarkozy, ministre des Finances, à M. Claude Guéant, secrétaire général de l'Élysée. Et dans ce gros dossier, qui fait que vous pouvez voir qu'il est particulièrement détaillé, que j'avais fait personnellement, dans la conclusion, je vais vous faire grâce des 120 pages de ce dossier, et dans la conclusion qui était la seule qui pouvait être lue, il ne fait guère de doute que le système économique et financier mondial actuel devra tôt ou tard faire l'objet d'un profond réexamen, voire d'une totale remise à plat, car les dérèglements de l'économie américaine sont trop importants pour pouvoir continuer sur leur lancée. Le relèvement attendu des taux d'intérêt par la Fed, c'est-à-dire la Banque fédérale, là je parlais en 2004, devrait provisoirement calmer le jeu, mais les grandes tendances à l'endettement exponentiel des États-Unis demeurent intactes et laissent planer le risque d'une redoutable crise systémique. Des crises financières ou économiques comparables à celles d'Amérique latine ou d'Asie peuvent en outre réapparaître, surtout si les déficits américains restent non maîtrisés. Enfin, et même si l'idée paraît choquante, il ne faut pas s'interdire de penser que l'euro, monnaie plurinationale et sans État, a devant lui un parcours semé de tant d'embûches qu'il pourrait le conduire à un échec définitif, comme cela a d'ailleurs toujours été observé dans l'histoire pour les monnaies plurinationales. Et ceci était la conclusion de toute une analyse que j'avais fait passer. Analyse qui m'a valu d'être mis au placard. Non mais j'insiste. J'insiste, c'est quand même très important. C'est que j'ai été mis au placard par M. Thierry Breton, ministre de l'époque, qui ensuite est parti à Harvard et qui est financé par les États-Unis. Il l'était avant, il l'est toujours. Donc c'est ça ce qui est important que les Français comprennent. C'est que là on n'est plus... C'est plus M. Dupont-Aignan, le young leader de la French American Foundation. Vous savez que M. Dupont-Aignan est dans la main de la French American Foundation. Là, nous avons affaire à quelque chose de très grave, M. Strauss-Kahn. C'est le FMI, vous avez vu, qui a apporté sur un plateau d'argent la solution pour la Grèce. Vous savez qui décide au FMI? C'est pas M. Strauss-Kahn. Le FMI est à Washington. Les États-Unis ont 16,79% du capital. Aucune décision ne peut être prise par le FMI sans que ce soit les Américains qui soient derrière. Nous sommes donc pieds et poings liés par un empire qui est en train de nous détruire. Nous pouvons conclure cette conférence. Je vous ai parlé de 10 raisons urgentes de sortir de l'Union européenne. Il faut rétablir la démocratie. Ça implique de sortir juridiquement, notamment des articles 3, 4, 5 et 6 du TFUE. Il faut résoudre la question de la dette publique. Ça implique de redonner à la Banque de France son pouvoir régalien de financement de l'État. Ça impose de dénoncer l'article 123 du TFUE. Il faut sauver l'agriculteur et les agriculteurs. Ça impose notamment d'abroger les articles 32 et 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il faut sauver l'industrie et nos emplois. Ça impose que la France sorte de l'euro, ce qui oblige à dénoncer l'article 282 du TFUE. Et que la France dénonce juridiquement de nombreux articles des traités européens, notamment les articles 32 et 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sinon notre industrie va disparaître pour de bon. Il faut maîtriser l'immigration, ça impose notamment d'abroger les articles 67, 77 et 79 du TFUE. Il faut préserver la santé et l'environnement, empêcher notamment l'huile de moteur dans les pâtes, dans les mayonnaises. Ça impose d'abroger les articles 168 et 169. Nous voulons conserver nos services publics et notre patrimoine national. Ça veut dire qu'il faut supprimer notamment l'article 106.
Nous voulons défendre nos retraites et notre politique économique et sociale. Nous estimons que nous avons le droit de décider par nous-mêmes de ce que doit être notre système de retraite et notre politique économique. Il faut donc abroger un certain nombre d'articles, et notamment les articles 5 et 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que le principe même des GOPE, c'est-à-dire des grandes orientations de politique économique. Il faut protéger la paix du monde, ça veut dire qu'il faut sortir de l'OTAN et non qu'il faut abroger l'article 42 du traité sur l'Union européenne. Il faut préserver la vision française et francophone du monde. Il faut donc sortir tout simplement de l'Union européenne dont le principe même est en train de nous couper du reste du monde. Donc comme vous l'avez compris, notre volonté de sortir de l'Union européenne n'est pas un fantasme, ça n'est pas un morceau de bravoure, c'est pas comme ça nous a pas pris d'un seul coup, comme brutalement, de façon irréfléchie. C'est une conséquence extrêmement logique, parce que si nous ne faisons pas tout ceci, eh bien la France est en train tout simplement de disparaître. Son agriculture, son industrie, ses services publics, sa langue, son existence même dans le monde. Alors que faire? Eh bien, il y a un article que nous voulons mettre en œuvre, c'est l'article 50 du traité de l'Union européenne. Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l'Union. Alors que les gens ne viennent pas nous dire que c'est impossible. Si c'était impossible, ça ne serait pas écrit, ça n'aurait pas été prévu. Alors déjà, on ne peut plus nous dire que c'est impossible. Deuxièmement, si ça a été prévu, c'est que ce n'est pas délirant, puisque ça a été prévu. Ça veut dire qu'on a le droit d'y penser, qu'on a le droit d'en parler. Nous sommes le seul mouvement politique en France qui essaie d'en parler. Et c'est parce qu'à chaque fois que j'essaie d'en parler qu'on m'a interdit de passer à la télé ou à la radio. Article 50. Avez-vous entendu un seul ou une seule responsable politique parler article 50 ? Ben, je peux vous dire que non. Cet article 50 prévoit que l'État membre qui décide de se retirer de l'Union européenne notifie son intention au Conseil, l'Union doit négocier un accord fixant les modalités de retrait entre donc l'État membre et le Conseil européen, et que les traités cessent d'être applicables à l'État concerné à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait ou à défaut 2 ans après la notification. Ça veut dire que si on n'arrive pas à un accord, au bout de 2 ans, on en sort de toute façon. Mais vous savez, ça ne durera pas 2 ans. Parce qu'il y a des gens qui me disent « oui, mais quand même, si l'Union fait traîner, etc. » Mais comment l'Union européenne pourrait-elle faire traîner quand c'est nous qui payons? Parce que nous sommes dans un univers extraordinaire, on a affaire à des gens qui sont des ultra-libéraux et qui nous disent « mais qui paye comment? De toute façon, vous êtes en faillite. » Ah bon, mais si on est en faillite, moi je connais une façon extraordinaire déjà d'améliorer la situation financière de la France, c'est de ne plus verser un copec à l'Union européenne. Vous savez que nous donnons chaque année 21, en gros, milliards d'euros à l'Union européenne, qui nous en restitue en gros 14, ce qui fait que nous laissons cash 7 milliards d'euros, rien qu'en coût direct. Eh bien donc, nous, au moment où on sortira, la première chose qu'on fera, c'est qu'il n'y aura plus de virement. Plus de virement, ça veut dire qu'au bout de 15 jours, l'Union européenne est en faillite. C'est eux maintenant qui seront en faillite. Les grands apôtres du libre marché, les grands apôtres qui ne vivent que de subventions publiques. Les européistes ne vivent que de subventions publiques. Ça fait partie de ces miracles de la construction européenne. Nous avons affaire à des gens qui ne vivent que de subventions publiques et qui ne cessent que de taper sur les États. Nous avons des gens qui ne cessent que de nous parler de libre concurrence, de concurrence dans tous les domaines, et dont l'objectif même, leur action, consiste à vouloir supprimer toute concurrence entre les États, pour faire une espèce de monolithe impérial, ayant que tout le monde passe sur le lit de Procuste. Donc nous, on arrêtera des virements, et au bout de 15 jours, l'Union européenne cessera les paiements, notamment à ses affidés, et donc, qu'est-ce qui se passera? Il se passera que très rapidement, la décision française fera tache d'huile. Le rétablissement effectif du contrôle des flux de capitaux, de marchandises, de services de personnes, ce qu'on appelle protectionnisme. Ce que l'on appelle simplement la vérification de ce qui entre et de ce qui sort du pays. D'accord, la sortie immédiate de l'OTAN, écrivez-vous, la relance des services publics, ça s'appelle plus de dépenses, la relance des services publics? Ça s'appelle la démocratie, parce que 80%, 90% des Français sont extrêmement attachés aux services publics. Ça n'est pas nouveau, ça remonte à Saint-Louis, vous savez, qui avait créé les établissements de commun profit vers 1245. Nous voulons rassembler les Français. Alors vous allez dire, tous les partis politiques disent la même chose. Oui, mais attention.
Pour rassembler les Français, il faut se donner les moyens de rassembler les Français. Donc la première chose, il ne faut pas stigmatiser telle ou telle catégorie de la population. Jamais nous ne stigmatisons, nous, par exemple, les immigrés, ou bien telle ou telle religion, puisqu'il est de bon ton maintenant, de nos jours, de taper, par exemple, sur l'islam ou ce genre de choses. Jamais nous ne faisons ça. Bon. Deuxièmement, jamais nous situons à droite ou à gauche. Ça veut dire que je suis entouré de personnes autour de moi dans mon entourage. Certains de mes collaborateurs sont très à gauche, d'autres sont bien à droite. Et puis il y en a qui sont au centre, et à chaque fois que nous prenons des positions, les documents que nous publions sont lus et vérifiés par tout le monde pour voir que nous n'offensons pas la sensibilité de quelque parti que ce soit. Ça, c'est très important. Et notre invité, François Asselineau, président de l'Union populaire républicaine, candidat à l'élection présidentielle. Bonjour. Bonjour. Alors, on vous connaît peu. Qu'est-ce que l'Union populaire républicaine ? Eh bien, c'est un parti que j'ai créé bientôt il y a 5 ans, le 25 mars 2007, pour convier l'ensemble des Français, quelles que soient leurs origines ou quelles que soient leurs convictions politiques, à se rassembler pour sortir collectivement de l'Union européenne. Et nous avons d'ailleurs un article dans les traités européens, qui est l'article 50 du traité sur l'Union européenne, qui prévoit comment un État peut sortir de l'Union européenne. Alors justement, votre programme est simple, je vais le résumer, c'est sortir de l'Union européenne, sortir de l'euro, sortir de l'OTAN. Ça n'est pas uniquement cela, j'ai présenté un programme... Dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes. Disons que c'est ce qui est le plus impressionnant peut-être pour quelqu'un qui nous découvre, mais il y a beaucoup d'autres choses. En fait, le programme que j'ai présenté le 3 décembre dernier s'inspire étroitement de celui du Conseil national de la résistance de 1944, mais évidemment mis au goût du jour. On m'a posé la question à la radio, là, on m'a dit, mais avec qui allez-vous faire des alliances au deuxième tour? Mais je ne ferai pas d'alliance. Je ne ferai pas d'alliance parce que nous avons une idée. Nous avons une analyse de la situation. Nous proposons aux gens de sortir de l'Union européenne. Moi, je me fiche éperdument d'être élu député si je fais alliance avec l'UMP, le MoDem, le PS ou Dieu sait qui pour être député. Parce que je serai député, mais j'y perdrai mon âme. J'y perdrai ce qui fait la justification de mon combat politique. Et c'est de ça que les Français ont besoin. Il faut renouer avec ce qu'est la vraie politique. La politique, c'est quoi normalement? Dans la Constitution française, la Constitution dit « les partis concourent à l'expression du suffrage universel ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un parti politique, ça n'est pas une démocratie, un parti politique. Un parti politique, c'est une organisation qui a une analyse et un programme, et qui le propose aux Français, puis il y en a une autre qui propose autre chose, etc. Et puis c'est aux Français d'écouter et de faire leur choix et de se dire, bon, celui-ci me paraît le plus fiable. Or, ce système-là a été complètement perverti, parce que maintenant, un parti politique, c'est devenu une espèce de syndicat de placement de gens qui veulent avoir des places. Et donc, pour avoir le maximum de voix, ils disent tout et n'importe quoi à tout le monde. Donc, par exemple, et ça, c'est pas seulement l'UMP et le PS, c'est également Madame Le Pen, par exemple. La stratégie de la France, c'est devenu la construction européenne. On nous assure que la France, rompant avec plus de 2000 ans d'histoire, doit devenir ce qu'elle a toujours refusé depuis 2000 ans, c'est-à-dire une nation ayant perdu sa liberté et qui se laisse vassaliser par un empire étranger. Quel empire? Oh, c'est pas très compliqué. Cherchez l'aigle. Vous savez, c'est comme dans les crimes. On dit chercher la femme ou chercher le... Là, quel empire? Cherchez l'aigle. On a eu l'aigle de l'Empire romain qui a voulu unifier l'Europe. On a eu l'aigle de l'Empire byzantin qui a voulu unifier l'Europe. On a eu l'aigle du Saint-Empire romain germanique qui a voulu unifier l'Europe. On a eu l'aigle de l'Empire napoléonien qui a voulu unifier l'Europe. On a eu l'aigle du Deuxième Reich bismarckien qui a voulu unifier l'Europe. On a eu l'aigle du Troisième Reich hitlérien qui a voulu unifier l'Europe. Et puis tous ces empires, tous, se sont désintégrés et on voit apparaître un nouvel aigle, l'aigle du nouvel empire qui veut nous dominer, c'est l'empire américano-atlantiste, qui lui aussi a son aigle et qui lui aussi terminera, comme les précédents, par sa désintégration. Et nous pouvons en être sûrs, puisque toute l'histoire nous le donne raison. La seule question qui se pose,
C'est celle que je posais à la fin de mon premier chapitre. Encore combien de temps? Or, au train où vont les choses, avec cette puissance qui est au bord de l'explosion qu'est les États-Unis, il est probable que d'ici peut-être 2 à 3 décennies maximum, tout cet empire s'effondrera. Un mot sur les États-Unis. Je ne veux pas préempter ma conférence de demain soir parce qu'elle est beaucoup plus... Elle insiste bien davantage sur la situation contemporaine. Elle est la suite logique de la conférence de ce soir. Donc celle-ci, c'est une suite c'était l'histoire sur longue période. La conférence de demain vous explique sur courte période ce qui se passe concrètement et comment ça s'est produit et qui tire les ficelles. Je rappellerai simplement par quelques flashs que dès 1812, Andrew Jackson, qui n'était pas encore président des États-Unis d'Amérique, d'un pays de 13 colonies qui venaient d'acquérir leur indépendance et qui n'avait que 6,5 millions d'habitants, c'est-à-dire le quart de la France de l'époque, disait « Nous allons nous prévaloir de notre droit au libre-échange et ouvrir le marché aux produits de notre sol afin d'égaler les exploits de Rome. » Venez m'écouter demain soir, vous en saurez davantage. Ça veut donc dire que cette puissance, qui était encore toute petite, avait déjà une volonté impériale, alors même qu'elle était encore à ses balbutiements. De la même façon que ce document que je cite dans toutes mes conférences et que je citerai dans toutes mes conférences, parce que je suis le seul homme politique en France à en parler et parce que de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par tout le spectre politique, nous avons des responsables politiques qui font comme si ces informations n'existaient pas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes boycottés par les médias probablement. Mais nous savons désormais de sources sûres, notamment par cet article de Daily Telegraph, un journal britannique du 19 septembre 2000, nous savons désormais de sources sûres, par les documents du gouvernement américain qui ont été déclassifiés en septembre 2000, que ce sont bien les États-Unis d'Amérique, et notamment la CIA, par des sociétés écrans interposées, et qui s'appellent notamment Ford et Rockefeller, qui ont soutenu et financé en sous-main toute la construction européenne pendant les années 50 et 60. La suite, sans doute aussi, mais on ne le sait pas, ça n'a pas été déclassifié. Ça, ce sont des documents déclassifiés. Les dirigeants du mouvement européen, Ratzinger, le visionnaire Robert Schuman, l'ancien Premier ministre belge Paul-Henri Spaak, étaient tous traités comme des employés par leurs parrains américains. Le rôle des États-Unis fut camouflé comme pour une opération secrète. L'argent du comité américain pour les États-Unis d'Europe provenait des fondations Ford et Rockefeller, aussi bien que de milieux d'affaires ayant des liens étroits avec le gouvernement américain. Une note émanant de la direction Europe du département d'État datée du 11 juin 1965 conseille au vice-président de la Communauté économique européenne de l'époque, Robert Marjolin, de poursuivre de façon subreptice, c'est-à-dire cachée, l'objectif d'une union monétaire européenne. Cette note recommande d'empêcher tout débat jusqu'au moment où l'adoption de telles propositions deviendrait virtuellement inévitable. La volonté d'empêcher tout débat. Le 7e point, c'est le rétablissement et l'extension du crime de haute trahison. Vous savez que par une certaine pudeur, dont on se demande pourquoi et d'où elle vient, M. Sarkozy a fait procéder à un toilettage de la Constitution où l'on a fait disparaître le mot de haute trahison. Eh bien, moi, je propose qu'on le réintroduise, puisque ça avait été prévu comme tel par les fondateurs de la Ve République. Il faut rétablir le crime de haute trahison pour le chef de l'État et l'ensemble du gouvernement, mais aussi en précisant dans la Constitution la signification juridique précise de cette incrimination. Notamment, je propose que l'on parle de haute trahison lorsqu'il y a entente avec des puissances étatiques étrangères ou avec des pouvoirs privés pour mener une politique manifestement contraire à l'intérêt national du peuple français. Eh bien, nous avons un certain nombre la plupart des maires que nous contactons disent, mais enfin, monsieur Asselineau, c'est une supercherie, n'existe pas. Je regarde TF1, je regarde France 2, France 3, France Inter, j'écoute RTL, RMC, Europe 1, je lis Le Monde, Le Figaro, je ne vois jamais question de lui.
Donc évidemment, les maires des petits villages de France se disent mais ce monsieur n'existe pas. On a d'ailleurs eu déjà des gens qui nous avaient accordé des promesses de parrainage et qui nous ont dit écoutez non, comme c'est un candidat qui n'existe pas, je vous retire ma promesse. Donc non seulement en ce moment nous n'avons plus beaucoup, mais nous en perdons. Et ça c'est uniquement, j'insiste là-dessus, uniquement à cause de ce verrouillage médiatique absolu dont je souffre et qui, écoutez, ça se passerait en Syrie, en Russie ou en Chine, tous les médias français hurleraient au scandale sur l'élection présidentielle. Moi, je vais demander qu'il y ait des observateurs russes, vénézuéliens ou chinois qui viennent voir comment se passe la campagne présidentielle en France. C'est une honte. J'avais, comme vous l'avez souligné, commencé une carrière tout à fait classique de quelqu'un qui a fait HEC, qui a fait l'ENA et qui, travaillant dans l'administration, a eu l'occasion d'aller dans des cabinets ministériels. Si j'ai pris la décision que j'ai prise, c'est pour des raisons sérieuses et solides, qui me valent d'ailleurs d'avoir brisé ma carrière administrative. Donc si je l'ai fait, c'est parce qu'il y avait des raisons. Les raisons, c'est que j'ai découvert petit à petit, tout au long des années 90, en grimpant dans la hiérarchie administrative, que quelque chose n'allait plus du tout dans notre pays. C'est qu'en réalité, toutes les grandes décisions qui concernent notre avenir collectif, en fait, sont imposées au peuple français et imposées à ses représentants. Nous vivons dans une démocratie d'apparence, on aura peut-être l'occasion d'y revenir dans le courant de cette interview, avec pour la première fois, je crois, dans l'histoire de l'humanité, une dictature, je n'hésite pas à utiliser le mot, une dictature qui s'est imposée par l'ignorance et par l'ennui. C'est-à-dire que lorsque l'on commence à expliquer aux gens quels sont les pouvoirs qui ont été donnés à l'Union européenne, eh bien 98% des oreilles se ferment parce que c'est tellement ennuyeux. C'est tellement ennuyeux, ça paraît tellement lointain que du coup on préfère parler d'autre chose. Le problème, c'est qu'il y a un véritable vol de pouvoir qui a été fait, sans que les Français ne le comprennent bien. On leur a fait accepter dans la précipitation et l'urgence des référendums. On leur a dit que les traités de Maastricht, d'Amsterdam, de Nice, de Lisbonne, que tout ceci, en fait, c'était très très bien. On ne leur a jamais expliqué quelles en étaient les conséquences concrètes. Moi, je les ai vues, les conséquences concrètes. Les conséquences concrètes, c'est que désormais... Alors, on va en parler. Oui, que les Français votent à droite, votent à gauche, votent au centre. En réalité, ils ont la même politique, et ça, les Français ne le comprennent pas et ne l'admettent pas. Voilà pourquoi j'ai décidé d'entrer en politique, pour changer les choses, parce qu'il me semble qu'on ne peut pas continuer sur ce train. Et je vois je rencontre beaucoup de Français qui sont de plus en plus intéressés par des médecines alternatives et des médecines douces, et pas le tout médecine allopathique. Donc, le lancement d'une grande politique publique de médecine douce et alternative, encadrée par des expertises médicales incontestables, afin d'offrir une médecine moins uniquement dépendante des grands laboratoires pharmaceutiques, que c'est actuellement le cas. François Asselineau, alors vous êtes inspecteur des finances, homme politique, vous avez créé le parti de l'UPR, l'Union populaire républicaine, et vous dites haut et fort que vous souhaitez que la France non seulement sorte de la zone euro, mais également de l'Union européenne, que c'est possible et que c'est indispensable. Quelle est votre réaction, vous, après ce sommet Angela Merkel, Nicolas Sarkozy et Mario Monti? Oui, vous me permettrez de préciser que ce mouvement politique que j'ai créé il y a maintenant 4 ans et demi a toujours dit la même chose depuis 4 ans et demi, et qu'actuellement nous avons beaucoup de gens qui adhèrent à notre mouvement qui n'est connu essentiellement que par Internet, parce qu'ils se rendent compte que tout ce que nous avons pu dire et proposer se révèle exact. Alors, s'agissant maintenant de ce sommet, c'est le 257e sommet de la dernière chance qui accouche de la 257e souris. C'est ça qui est exact, d'ailleurs. Ce que je voudrais quand même dire d'abord, c'est que quelle est la légitimité de M. Monti pour faire ce qu'il fait? Nous avons eu affaire au cours des dernières semaines à ce que j'appelle des coups d'État en costume-cravate. Coups d'État des marchés, c'est ça que vous voulez dire? Non, des coups d'État. Écoutez, il était question d'un référendum en Grèce. On a supprimé le référendum en Grèce. Monsieur Berlusconi a été prié de partir. Monsieur Monti n'a jamais été élu par personne. Monsieur Monti est quelqu'un qui vient de la Commission européenne. Le 9e point, c'est le faire retour à la nation des grands moyens de production monopolisés, des sources d'énergie, des richesses du sous-sol, des compagnies d'assurance et des grandes banques. C'est ce qui était prévu tel quel par le Conseil national de la résistance. Eh bien, excusez-moi, mais c'est d'une brûlante actualité. Donc nous ferons retour à la nation, ce qui ne veut pas forcément dire
nationalisation totale. Vous savez qu'il y a tout un dégradé dans les nationalisations, parce que la nationalisation d'une entreprise, ça coûte cher. On peut faire une nationalisation, ça dépend des cas. Il y a des cas où une nationalisation à plein est nécessaire. On appelle même ça une étatisation. Mais on peut très bien avoir une nationalisation partielle en prenant une part du capital suffisamment importante pour faire de l'État l'actionnaire qui bloque les décisions, un actionnaire par exemple à 35%. On peut même faire ce qu'ont les Italiens, et d'ailleurs ils sont actuellement menacés par la Cour de justice des communautés européennes. La France a déjà fait ça, ce que l'on appelle le système de l'action en or, la golden share, c'est-à-dire que l'État souverainement dit je prends une action dans une société, mais cette action me donne le droit de diriger l'entreprise. Voilà. C'est comme ça. C'est donc on a tout un panel qui peut être utilisé selon les cas. Il faut arrêter de postuler l'impuissance des États, c'est-à-dire l'impuissance des peuples. Nous avons un discours qui ne cesse que de dire aux Français, et comme à l'ensemble des peuples occidentaux, qu'ils sont impuissants. Or, les personnes qui disent ça c'est une oligarchie qui ne représente que quelques milliers de personnes. Donc ce sont les peuples qui doivent décider du retour à la nation. Alors, le retour à la nation que nous ferons, ça ne sera pas le programme commun de la gauche de 1981, mais ça sera un programme qui sera, je pense, acceptable par toutes les tendances de l'opinion publique, puisqu'il s'inscrira tout à fait dans l'esprit du Conseil national de la résistance. Donc, renationalisation, retour à la nation de EDF. Retour à la nation de Gaz de France. Retour à la nation de France Télécom. Il y aura peut-être un petit peu moins de suicides, d'ailleurs. Retour à la nation des sociétés d'autoroutes. Retour à la nation des sociétés de réseaux d'adduction d'eau. Retour à la nation de TF1, je l'ai déjà dit. Retour à la nation de Télédiffusion de France, je l'ai dit. Et retour à la nation de tout établissement financier qui sera secouru par les fonds publics. Ce qui ne veut pas dire une nationalisation généralisée de l'économie. Que l'on soit bien clair, il y aura toujours des sociétés privées de radio et de télévision. D'ailleurs, c'est conforme au génie français. Vous savez que la France est un pays de juste mesure. Nous n'avons jamais été bons pour une société totalement étatisée. D'ailleurs, ça ne s'est jamais produit en France, ça aurait certainement donné de mauvais résultats comme ailleurs. Mais nous n'avons jamais été bons non plus pour une société entièrement privatisée. Je rappelle dans ma conférence sur l'histoire que les Français ont eu un goût pour l'État qui remonte à loin, et notamment pour la justice sociale et pour les établissements publics qui remontent à Saint-Louis, qui remontent à environ 1240-1245, lorsqu'il avait créé les établissements de commun profit, c'est-à-dire des hospices pour indigents, et où tous les Français, quelles que soient leurs conditions, étaient soignés comme on pouvait soigner quelqu'un en 1245, mais quand même, c'était un progrès considérable et qui a profondément marqué notre mentalité nationale. Et vous connaissez Jacques Coeur avec Charles VII, vous connaissez Colbert avec Louis XIV, vous connaissez les frères Pereire avec Napoléon III, vous connaissez aussi peut-être cette fameuse parole de Charles de Gaulle qui disait, pour des grands sujets, des grands projets en matière économique et industrielle, il disait « Il faut mettre de l'État là-dedans, sinon ça merdoit ». Eh bien voilà, c'est notre génie à nous. Il ne s'agit pas de faire la gloire de l'État. Il y a aussi toute une sphère privée, j'y viendrai dans un instant, qui doit pouvoir s'épanouir. Mais il s'agit aussi d'avoir des moyens qui permettent de faire retour à la nation, en fait, de toutes les grandes infrastructures structurantes. Et d'ailleurs, c'est justifié. C'est justifié parce que toutes ces entreprises, je pense par exemple à EDF, sont des entreprises, il suffit de lire, il y a une formidable interview de Marcel Boiteux, qui était l'ancien président de EDF, qui explique que ce sont des entreprises qui ont besoin d'avoir des raisonnements sur ultra long terme.
Il faut raisonner à 30, 35 ans, 40 ans quand on travaille en matière électrique. Comment peut-on avoir des systèmes efficaces si on le confie à un secteur privé qui exige une rentabilité à ultra court terme? Avec, vous savez, tous les 3 mois, il faut donner aux actionnaires un taux de rentabilité. D'ailleurs, si l'électricité marchait merveilleusement bien aux États-Unis, ça se saurait, et ce qui se sait, c'est que ça marche justement pas. Enfin, pas. Que ça marche avec beaucoup de défauts et d'inconvénients. L'annulation définitive du processus de privatisation rampante de la Poste. En vertu de quoi devrions-nous privatiser la Poste? C'est vraiment une idéologie insensée que de penser que ce système qui existe maintenant depuis des siècles, et en tout cas le premier timbre-poste est apparu sous Louis-Philippe, en vertu de quoi, eh bien, on devrait privatiser ce service qui est un service public par excellence, qui irrigue les campagnes, qui maintient justement qui fait de l'aménagement du territoire, et maintenant on veut que dans les postes on vende des yaourts ou je ne sais pas quoi. Interdire la privatisation des services publics stratégiques existant actuellement dans le domaine de la santé et de l'éducation. Et poser le principe constitutionnel, je l'avais dit tout à l'heure, je le répète, on inscrira dans la Constitution quels sont les services publics qui ne sont pas privatisables par nature: la Poste, les producteurs et fournisseurs de gaz et d'électricité, la SNCF, les autoroutes, les services d'adduction d'eau et les 2 premières chaînes de télévision nationale. Ce qui permettra d'ailleurs aux chaînes de télévision privées de continuer à exister. Il ne s'agit pas du tout d'avoir, encore une fois, j'insiste sur l'aspect modéré des choses. Seule l'inversion totale des valeurs que nous subissons permet de penser qu'un tel programme est un programme extrémiste. Pas du tout. C'est un programme tout à fait modéré, puisqu'il y aura de larges pans d'activités qui resteront au secteur privé, y compris d'ailleurs dans le secteur des médias. Donc il s'agit simplement de revenir à une juste mesure et tout simplement à des mesures de bon sens qui conviennent au peuple français. Et ces responsables politiques proposent aux Français une autre Europe. Mais de qui se moque-t-on? Il y a 32 ans, pour les élections européennes au Parlement européen de 1979, le Parti socialiste avait sorti cette affiche nationale. Le slogan du Parti socialiste, c'était « Changer l'Europe ». C'était il y a 32 ans. Il y a 14 ans, M. Jospin prend ses fonctions de Premier ministre du gouvernement après la dissolution organisée par M. Chirac et M. de Villepin, en 1997. Ça amène une nouvelle majorité au pouvoir. Et M. Jospin dit, il y a 14 ans, il faut changer d'Europe et mettre en œuvre une politique économique et monétaire au service de la croissance et de l'emploi pour une Europe plus démocratique, plus sociale, plus respectueuse de l'environnement. C'était son discours le 12 juin 1997, au moment de la formation du gouvernement. Notez bien qu'il devenait Premier ministre. Il avait donc des pouvoirs, a priori, qui excédaient de très loin les vôtres et les miens. Qu'est-ce qu'il a donc fait pour changer d'Europe, puisqu'il était au gouvernement? Il y a 11 ans, le président de la République de l'époque, M. Chirac, a fait cette déclaration au moment où la France a pris la présidence tournante de l'Union européenne. Nous voulons une Europe plus efficace, une Europe plus démocratique, une Europe plus proche des problèmes qui concernent l'ensemble des Européens, notamment ceux qui touchent au travail, c'est-à-dire à l'emploi, ceux qui touchent à la sécurité extérieure, mais aussi intérieure, et je pense à la lutte nécessaire contre le terrorisme. Il nous faut construire une Europe plus proche des citoyens. Discours du président de la République française le 4 juillet 2000 devant le Parlement européen à Strasbourg. Il y a 11 ans également, toute une série de mouvements de gauche et d'extrême gauche, très nombreux, Attaque, la Confédération paysanne, la FSU, les alternatifs, Agir contre le chômage, le Parti communiste français, la LCR, l'écologie Les Verts, la CFDT, j'en passe, et des meilleurs, ont co-signé un collectif, enfin un texte, dans le cadre d'un collectif pour une autre Europe, qui a été publié à l'occasion du sommet européen de Nice de décembre 2000, qui a abouti au traité de Nice. Et donc voici ce qu'écrivait il y a 11 ans tous ces mouvements, tandis que les gouvernements construisent sans les citoyens et contre eux une Europe dominée par la logique néolibérale, une autre Europe se dessine,
à travers les luttes des sans domicile, sans travail, sans revenu, sans papier, sans droit, les mobilisations citoyennes, les luttes des salariés ES, les luttes des femmes contre les violences et la pauvreté. Il est possible de construire une autre Europe dans un autre monde. Cette Europe doit se faire entendre à Nice. Donc ça, c'est l'ensemble de la nébuleuse d'extrême gauche en France, ou de gauche, ou des Verts, qui appelaient à construire une autre Europe il y a 11 ans. Il y a 10 ans, M. Chevènement, le président du mouvement républicain et citoyen, que l'on présente souvent dans la presse comme quelqu'un d'eurocritique, a fait ce discours à l'Assemblée nationale le 3 octobre 2001. Il est temps, Monsieur le Premier ministre, d'organiser le retour de l'État républicain et de faire en sorte que la France pèse à Bruxelles. Notez bien cette formule, de faire en sorte que la France pèse à Bruxelles. On va voir pourquoi pourquoi on ne peut pas faire en sorte. Ça, c'est ce que je dirais, du yaka faucon. Pour qu'une réponse, si possible, coordonnée, soit apportée à la crise qui vient, nous avons besoin d'une autre Europe. C'était il y a 10 ans. Il y a 8 ans, M. Bayrou nous fait part de ses réflexions sur le sujet. Tout le monde voit bien qu'il faut changer d'Europe, et le sommet de Bruxelles vendredi montre à l'évidence qu'une certaine Europe, c'est fini. Il faut en bâtir une autre, enfin digne de ce nom, c'est-à-dire un jour capable, elle aussi, de faire preuve de la puissance dont les Américains font preuve sur le terrain. C'est une dépêche AFP du 25 mars 2003 de 15h12, intitulée « François Bayrou, il faut changer d'Europe ». Il y a 8 ans, Madame Buffet, qui était donc à la tête du Parti communiste français, nous a fait part de ses réflexions. Les communistes ne veulent pas être pris pour des anti-européens et ils affirment leur volonté de construire une autre Europe. Nous ne devons pas céder à la facilité du rejet ou de l'abandon de l'Europe parce que nous rejetons sa construction actuelle. La question d'une autre Europe est bien essentielle dans le projet communiste. Dépêche AFP du 27 juin 2003, 17h44. Il y a 6 ans, les Verts ont appelé les Français à voter oui au référendum du 29 mai 2005 avec cette affiche nationale que je vous laisse lire. Pour qu'une autre Europe soit possible, il faut voter oui. Il y a 6 ans, M. Nicolas Sarkozy, à l'époque à la tête de l'UMP, a fait cette déclaration assez extraordinaire. En fait, c'était une déclaration en off, comme on dit, qui a été trahie par Thomas Lebègue dans Libération du 22 avril 2005. « Si vous votez non, ça ne vous fera même pas plaisir », a dit M. Sarkozy. Comme je le dis souvent, c'est pas vrai, moi ça m'a fait très plaisir. Vous allez garder l'Europe telle qu'elle est, vous allez garder l'Europe telle qu'elle est, et vous allez continuer à mourir. C'est quand même incroyable. Alors, votez oui, de toute façon, ça ne peut pas être pire qu'aujourd'hui. Vous voyez que c'est un menteur. Parce qu'on est en 2011, 6 ans après, c'est bien pire encore qu'en 2005. Tout est en train de s'effondrer. Vous voulez changer d'Europe, votez oui. Vous voyez donc que beaucoup de gens ont voté oui au motif qu'ils pensaient que ça allait tout améliorer. C'est pour ça que, je vous disais tout à l'heure, le soutien sociologique à la construction européenne est extrêmement faible en France. C'était il y a 6 ans. Il y a 6 ans également, M. Besancenot de la LCR nous fait cette déclaration après la victoire du non au référendum. C'est un encouragement formidable pour les forces nombreuses qui, elles aussi, pensent qu'une autre Europe est possible, à condition de défaire cette Europe libérale et capitaliste. À nous, qui venons de refuser cette Constitution, de proposer des initiatives européennes dessinant une autre Europe. Vous vous rappelez la citation au moment du traité de Nice de 2000, il était question déjà de dessiner une autre Europe. Vous voyez que c'était il y a 11 ans, 5 ans après, et on était toujours à commencer le dessin. Et actuellement, d'ailleurs, vous verrez qu'en 2012, M. Besancenot fera des déclarations en disant qu'il faut dessiner une autre Europe. L'extrême gauche aime bien les dessins. Il y a 5 ans, M. Le Pen dit « On m'accuse d'être contre l'Europe. C'est absurde. La France est la plus vieille nation d'Europe. Mais je ne suis pas pour n'importe quelle Europe. C'est l'Europe des patries que nous voulons. » Et M. Gollnisch, qui est l'adjoint de M. Le Pen, précise, toujours dans cette dépêche AFP du 16 juin 2006 intitulée « Le Front National cherche à nuancer son discours sur l'Europe », M. Gollnisch précise « Si Jean-Marie Le Pen est élu à la présidence de la République, il ne proposera pas la sortie de l'euro, et encore moins de l'Europe. Mais il proposera en échange de récupérer des pouvoirs fondamentaux en matière fiscale ou en matière de frontières. » Il proposera. Ça me permet au passage de faire une petite incidente que je crois très importante, c'est que contrairement à ce que l'on croit
à ce que beaucoup de gens croient, le Front National, comme tous les mouvements souverainistes ou eurocritiques français. Je pense en particulier au Rassemblement pour la France, l'ex-Rassemblement pour la France de M. Pasqua, auquel j'ai appartenu et dont j'ai claqué la porte justement pour cette raison. Debout la République de M. Dupont-Aignan, le mouvement républicain et citoyen de M. Chevènement, le parti de gauche de M. Mélenchon, eh bien, aucun de ces partis n'a jamais proposé dans ses documents électoraux de faire sortir la France de la prétendue construction européenne. Je vous mets au défi de m'en montrer une profession de foi qui le montre. Et même actuellement, les médias, pour des raisons qu'on aura l'occasion peut-être d'évoquer tout à l'heure, font mousser Mme Le Pen d'une façon extraordinaire. Eh bien, Mme Le Pen a dit qu'il fallait prendre ses distances avec cette Europe de Bruxelles, etc. Allez sur le site du Front National, vous verrez qu'il y a tout et son contraire sur le site de ce mouvement politique comme sur les autres. Il y a 2 ans, au moment des élections européennes, en juin 2009, c'est-à-dire il y a 1 an et demi, voici le tract national qui a été tiré à 30 ou 40 millions d'exemplaires par l'UMP. La proposition, ça c'était la proposition, comment dirais-je, le formulaire, enfin, qui a été envoyé donc à tous les secteurs. L'Europe doit changer, une autre Europe est possible. En fait, ils disent tous la même chose. Ils disent tous exactement le même slogan. On se demande d'ailleurs pourquoi les électeurs votent pour l'un ou plutôt que pour l'autre. Là, c'est peut-être le plus beau. C'était toujours il y a 2 ans, M. Harlem Désir, qui présidait, enfin qui pilotait, qui était tête de liste de la liste du Parti socialiste pour l'Île-de-France, a fait donc des meetings. Et là, on le voit. Le slogan du Parti socialiste, c'était « Changer l'Europe.fr ». Ils avaient même créé un site Internet. Alors, c'est là où il y a quand même un moment où il faut se pincer pour le croire. Rappelez-vous ce que je vous ai montré auparavant en 1979. C'est-à-dire que le Parti socialiste, qui manque quand même d'imagination, à 30 ans de distance, fait exactement le même slogan, alors qu'entre-temps, il a été 14 ans à l'Élysée. M. Mitterrand a été à l'Élysée de 1981 à 1995. Et qu'entre-temps, il y a eu, en plus de ça, des gouvernements socialistes. On se paye votre tête. On se fout de votre gueule, quoi, en gros. Alors, bref, conclusion. La voix du peuple est pour une autre Europe. Monsieur de Villiers, changeons d'Europe. Rouge, une autre Europe est possible. Le Parti communiste, oui, à une autre Europe. Monsieur Dupont-Aignan, changeons cette Europe. Le Front de gauche de Monsieur Mélenchon pour changer d'Europe. Eh bien, depuis 54 ans, tous ces beaux projets d'autres Europes sont lancés comme des os à ronger aux Français pour qu'ils prennent patience, et ils ne sont jamais suivis d'effet. Alors, ils veulent tous une autre Europe. Ils ne sont d'ailleurs pas d'accord entre eux sur ce qu'elle doit être. Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que personne ne se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils n'y arrivent pas, alors qu'ils ont été à la tête de la France depuis des décennies. François Asselineau, vous êtes inspecteur des finances, vous avez fait partie de plusieurs cabinets ministériels avant de devenir en 2007 le président fondateur de l'UPR, l'Union populaire républicaine, le seul mouvement politique qui propose clairement de sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Ce qui vous vaut une notoriété grandissante sur Internet, le site de l'UPR étant classé parmi les 10 sites politiques les plus consultés et votre blog parmi les 100 blogs politiques les plus... Je me demande un peu où je suis tombé, en fait. C'est vrai ? On parle utopie, 19e siècle, 18e siècle. C'est une émission culturelle. Oui, je signale que depuis le début de cette émission, la France a statistiquement perdu à peu près 12 emplois, que nous perdons 800 emplois par jour, que nous perdons une usine par jour. Je me rappelle avoir débattu avec M. Baveret le 15 octobre 2008 sur Radio Notre-Dame. C'était il y a 4 ans, il me disait déjà les mêmes choses. Depuis lors, nous avons donc perdu 1200 usines et notre endettement a augmenté de 500 milliards d'euros. Donc la question qu'il faudrait quand même se poser, c'est qu'est-ce qui se passe ? Et c'est ça que les Français se posent, qu'est-ce qu'il se passe ? Ce qu'il se passe, c'est que nous avons perdu tous les moyens pour protéger nos emplois. Il y a un article qui s'appelle l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui interdit toute restriction aux échanges de capitaux, de marchandises et de services et donc qui notamment est le feu vert généralisé pour les délocalisations. Alors Monsieur Montebourg,
M. Montebourg en est réduit à faire des moulinets, puisqu'il y a cet article 63 qui lui interdit d'interdire aux entreprises de délocaliser. La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort apparemment. Ils sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparemment et pourtant une guerre à mort.